Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. On vous souhaite la bienvenue, les VP qui font rouler la France avec Mobility TV. Désormais, 3e constructeur mondial, le groupe Hyundai Kia n'en finit pas de gagner des parts de marché. En France, les deux marques sud-coréennes connaissaient de bons résultats malgré la morosité du marché automobile. Nous recevrons dans quelques instants Lionel French Keo qui est avec nous, le président de Hyundai Moteur France. Succès commercial, électrification, évolution des normes et révolution du secteur automobile. Comment les constructeurs se réinventent. Nous aborderons bien sûr tous les sujets, toutes les questions qui accompagnent bien sûr ce succès. On reviendra sur les belles performances de la marque, la stratégie d'électrification, les raisons du succès, l'innovation, le marché. Et pour en parler, nos journalistes, puisque nous sommes face à la presse. Nous sommes face à la presse avec Jean-Éric Raoul de l'Autojournal. Bonsoir. Bonsoir. Et François-Xavier Pietri, ancien chef du service économie de TF1 et auteur du livre Voitures électriques, ils sont devenus fous, à paraître le 12 octobre. Bonsoir. Bonsoir. Je sens que le débat va être électrique. Oui, on va essayer. En espérant qu'il ne soit pas enflammé, c'est tout. Oui, c'est mieux. Il paraît que ça brûle parfois, les batteries. Et on démarre justement sur les performances de 2022, malgré un marché plutôt assez mal en point. Comment on l'explique finalement ? La situation de marché, en fait, elle est finalement très complexe à lire, puisque la réalité du marché, elle est très différente entre les voitures qui sont livrées et les voitures qui sont commandées. Et c'est ça qui est parfois un peu complexe à analyser, puisque effectivement, on a un marché qui est atone, qui va encore probablement un des pires qu'on a connus sur les dernières décennies, mais pas tant par le niveau des commandes que par la capacité des constructeurs à produire les voitures. Donc on est toujours finalement dans les suites de la crise post-Covid liée aux semi-conducteurs qui amène la plupart des industriels aujourd'hui à être finalement sous capacité de production, que ce soit en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Jean-Éric Raoul. Justement, par rapport à ces questions de production, comment vous vous situez par rapport à vos concurrents ? Vous avez des filières qui sont mieux approvisionnées, plus approvisionnées, ou vous êtes dans le même bain que tout le monde ? Je veux dire qu'on est un peu mieux loti que la plupart de nos concurrents. Ça explique pour partie les bons résultats que le groupe a, que ce soit en France, en Europe ou dans le reste du monde. Pour plein de raisons, je dirais, notamment liées à l'implantation de notre groupe, et la proximité qui est un groupe coréen, et donc ça nous permet évidemment d'avoir par rapport à un centre de sous-traitants une proximité géographique intéressante. Ensuite, on est aussi un groupe qui historiquement est un groupe très intégré. C'est-à-dire que contrairement à d'autres constructeurs qui sont devenus des assembleurs au fil des années, c'est-à-dire qui achetaient leur boîte de vitesse à droite, leur moteur à gauche et qui finalement construisaient les voitures comme des Lego, nous on a toujours été très intégrés, c'est-à-dire qu'on fabrique tout, on fabrique l'acier de nos voitures, évidemment nos moteurs, nos transmissions, donc ce qui fait qu'on est moins dépendant de sous-traitants et ça nous permet évidemment d'être aussi finalement mieux lotis en termes de capacité de production. François-Xavier Pietri. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'Ukraine, parce qu'on n'arrive pas très bien à comprendre finalement qu'est-ce qui justifie quoi. C'est-à-dire que la crise des semi-conducteurs, on la connaît maintenant depuis plusieurs mois. On a une littérature là-dessus. Qu'est-ce qui est dans la réalité des choses sur l'Ukraine ? On voit par exemple des problèmes de production de faisceaux électriques, c'est une chose. Et puis à côté de ça, on voit les prix du cobalt, par exemple, qui flambent, ou du nickel qui flambent. Ça n'a strictement rien à voir avec l'Ukraine. Alors, où est la réalité des choses ? À quoi vous faites face en ce moment ? En fait, il y a effectivement la crise en Ukraine, elle a amené pour certains constructeurs des problématiques de sous-traitance, parce qu'il y a le groupe Volkswagen qui produisait notamment des éléments là-bas, ce qui n'est pas notre cas. La crise en Ukraine, elle a amené un premier élément qui a été assez impactant pour le marché et pour nous, c'est que, je vais vous donner les chiffres de la marque, sur janvier-février de cette année, 20% de nos commandes étaient électriques, 100% électriques. La crise en Ukraine a démarré au début du mois de mars et d'une semaine à l'autre, mais réellement d'une semaine à l'autre, le poids de l'électrique dans nos commandes est passé de 20 à 40. Pourquoi ? Simplement parce qu'effectivement, le prix à la pompe s'est enflammé. Et donc les gens se sont dit, c'est quoi l'alternative pour dépenser moins en faisant plein de mon véhicule ? C'était le 100% électrique. Donc ça a créé une demande plus forte sur le 100% électrique, donc une tension évidemment sur les matières premières. Mais il y a aussi un élément spéculatif, quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a pas de cobalt, pas de nickel en Ukraine, donc on ne peut pas dire que... on a parlé beaucoup des céréales, mais pas vraiment de ces matières premières-là. Donc il n'y a pas un assèchement de l'approvisionnement lié à la guerre en Ukraine. Donc il y a aussi
probablement de la part des pays, on va dire, qui extraient ces matières premières, un effet de spéculation, ce qui fait qu'effectivement, là aussi, de manière instantanée ou quasi instantanée, sur le mois de mars, on a vu les cours du nickel et du cobalt notamment qui ont été multipliés par 3, 4, 5, 10, enfin quasiment aussi du jour au lendemain, ce qui nous impose, nous aussi, en tant que constructeurs, d'augmenter le prix de nos véhicules, notamment ceux qui ont des batteries au lithium. Mais justement, Lionel Frenchkio, est-ce que quelque part Hyundai, c'est pas la quintessence du chaebol? Le chaebol, c'est les grands ensembles industriels coréens qui sont l'adaptation de mémoire des kairetsu japonais, parce que vous faites votre acier, vous transportez dans votre propre bateau vos voitures, vous fabriquez vos voitures, et est-ce que vous êtes unique comme fabricant automobile à être à ce niveau d'intégration, d'autonomie industrielle et logistique? Et, en plus, vous avez des semi-conducteurs juste à côté. Ça, c'est la bonne chance. Ça, c'est la chance, Oui, et donc ils sont pas à côté de l'Ukraine. Pour certains produits par un autre chaebol coréen, en l'occurrence Samsung. C'est vrai que c'est très particulier à la culture de la Corée du Sud d'avoir ce mode de fonctionnement industriel. C'est aussi lié finalement à l'histoire de ce pays. Il faut quand même se rendre compte que l'environnement est quand même assez compliqué. Puisque la Corée a des relations compliquées historiquement avec le Japon, puisque le Japon a occupé la Corée pendant très longtemps, et au nord, les voisins, c'est la Corée du Nord et la Chine. Donc l'environnement n'est pas très favorable, on va dire, d'un point de vue géopolitique. Donc ce qui fait qu'effectivement, le mode de pensée, le mode de fonctionnement a toujours été une forme d'autonomie par rapport à tous ces sujets-là, que ce soit sur l'industrie ou même sur la nourriture d'ailleurs. Donc ce qui fait que effectivement on est très intégré. On a fabriqué les ports où il y a nos bateaux, on a fabriqué les routes qui amènent au port, on a notre acier. Donc on a un niveau d'intégration qui n'existe nulle part ailleurs dans l'industrie automobile en tout cas. Vous êtes en phase de conquête, forcément, encore aujourd'hui. Est-ce que le marché européen et le marché français sont des marchés rentables? C'est aussi ça qui explique, je pense, la bonne performance de la marque au niveau européen, c'est que dans un environnement où aujourd'hui les constructeurs ont finalement une demande qui est supérieure à la capacité de production, l'intérêt pour nous, c'est de vendre des voitures là où ça rapporte le plus. Et donc la chance qu'on a en France et en Europe, c'est qu'effectivement la France et l'Europe sont des marchés profitables pour la marque et pour le groupe, raison pour laquelle on a aussi, on va dire, un niveau d'approvisionnement un peu meilleur que nos concurrents, mais on a aussi des problématiques malgré tout. François-Xavier Pietri veut réagir. Oui, est-ce que finalement la crise ne vous arrange pas? Parce que quand on voit les résultats des constructeurs automobiles, ça a été quand même spectaculaire. Mais oui, attendez, l'année dernière, les comptes faits par le cabinet EY, sur les 16 plus grands groupes mondiaux automobiles, plus 168% de bénéfices en 2021, 134 milliards. Vous annoncez des très bons résultats aussi cette année, là au début de l'année. Stellantis a multiplié par 3 son bénéfice. On comprend pas, on n'arrête pas de nous dire que c'est une année épouvantable, horrible, voilà, les ventes s'écroulent, et à côté de ça, vous n'avez jamais gagné autant d'argent. En fait, vous avez un effet d'aubaine extraordinaire. Vous vendez vos véhicules plus chers, vous vendez à ceux qui peuvent les véhicules qui rapportent le plus. C'est merveilleux, non? C'est vrai qu'on est dans un instant un peu paradoxal où l'industrie automobile n'a jamais vendu aussi peu de voitures au niveau global et où, pour la plupart des constructeurs en tout cas, la rentabilité n'a jamais été aussi importante. Donc c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, c'est un peu étonnant. En tout cas, quand on n'est pas plongé dans ça tous les jours. La réalité, c'est exactement ce que vous mentionnez, c'est que le prix des voitures a augmenté, qu'on choisit finalement les clients ou les marchés sur lesquels on vend les véhicules. Il faut aussi avoir en tête que dans beaucoup de pays, la sous-capacité de production est aussi finalement accompagnée par les gouvernements localement, ce qui permet aussi évidemment de gérer ces problématiques-là. Donc c'est un moment financièrement intéressant, mais qui de toute façon n'est pas pérenne. Parce que la situation ne peut pas rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Oui, d'un point de vue économique, on peut se dire que finalement la situation est plutôt profitable, mais dans les faits, s'endormir sur ses lauriers, ça serait extrêmement dangereux pour le futur. François-Xavier Pietri. Question. Non, pardon. C'est pas grave. Excusez-moi, Jean-Éric Rah. Oui, pardon. C'est pas un souci. Parce que je vous regarde. Là, on voit que tous les constructeurs font face à un nombre d'incertitudes invraisemblables, incertitude de la clientèle, incertitude réglementaire parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se vendre dans 10 ou 15 ans, et incertitude géopolitique qui est quand même un peu quelque chose de nouveau par rapport à ces 30 ou 40 dernières années. Est-ce que précisément le modèle de forte intégration des constructeurs coréens, c'est pas la martingale, c'est pas la vraie solution par rapport à d'autres groupes qui sont extrêmement éclatés et donc
extrêmement dépendants des aléas géopolitiques. C'est sûr qu'on voit les avantages que ça a aujourd'hui, clairement. Ça nous amène effectivement par rapport à la situation aujourd'hui face à laquelle on est aussi plus de certitude probablement. C'est aussi finalement l'approche du groupe qui a été toujours d'être proche des marchés sur lesquels elle souhaitait se développer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le groupe s'est installé en Europe, il s'est vraiment installé en Europe. C'est-à-dire qu'on y a un siège, on y a 2 usines, on a un centre de R&D, on a un centre de design. Donc ce qui fait qu'on crée une forme d'indépendance finalement des marchés parce qu'on y produit les voitures qu'on y vend. Et donc ça permet dans ce cadre-là d'être moins impacté quand il y a des problématiques, je dirais, de sous-traitance, qu'elles soient chinoises ou ailleurs. Donc c'est aujourd'hui effectivement une forme de sécurité que d'autres constructeurs n'ont pas, puisque, je dirais encore une fois, ils ont plutôt une logique d'assemblage que réellement de fabrication. Restez avec nous, les VV qui font rouler la France avec Mobility TV. Lionel French qui est avec nous, un président de Hyundai Motors France, en face à la presse, et on continue bien entendu de discuter jusqu'à 20h, et puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous voulez commenter ou poser des questions. On vous attend au standard. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Électricité, justement on en parlera dans quelques instants. Bienvenue c'est dans pas un modèle Hyundai, le Hyundai Obispo. Non. Les VV qui font rouler la France avec Mobility TV. Lionel French qui est avec nous, président de Hyundai Motors France, et en face de lui nos invités aujourd'hui et nos journalistes, surtout Jean-Éric Raoul de l'Autojournal et François-Xavier Pietri qui est ancien chef du service économie de TF1, avec ce livre Voiture électrique. Vous avez vu, je le rappelle, ils sont devenus fous, qui sortira bien entendu le 12 octobre. Et avant de vous donner la parole, Jean-Éric, on reviendra dans quelques instants sur tout l'aspect technologie, parce que je crois que plus personne ne comprend rien. Hybride, rechargeable, électrique, et on fera une espèce de petit point avec vous, parce que chez vous, il y a tout. Donc je pense que vous êtes la meilleure personne pour nous expliquer. Jean-Éric Pietri. Raoul, pardon, excusez-moi, j'ai confondu les deux. Vous avez mélangé les deux. Je fais un mixte. C'est le mix l'Autojournal. Et finalement, il y a peut-être des liens avec ma question. Absolument. Parce que de tout ce panel de technologies, ma question c'était, on a vu le grand succès là cette année, l'année dernière de Hyundai en France. On l'a un peu expliqué par des facteurs industriels et des facteurs géopolitiques, géostratégiques, mais si on examine bien quand même, ce succès, c'est un succès qui est construit sur le moyen terme. Et il va pas s'arrêter le jour où les crises vont s'arrêter. En tout cas, on peut vous le souhaiter. Mais en tout cas, c'est pas la tendance qu'on voit. Donc, comment vous expliquez cette construction du succès, cette prise de part de marché par rapport à des acteurs historiques, des marques italiennes, des marques allemandes ou anglaises, enfin en France, qui étaient des marques fortes. Et là, Hyundai et sa cousine Kia prennent vraiment de la place. C'est une construction. Qu'est-ce qui a fait ce succès-là ? Je pense que le mot construction est bien choisi en fait, parce que quand le groupe a décidé de s'installer en Europe, ça fait presque 30 ans maintenant, il a construit son arrivée. Donc on a construit des usines, on a installé un siège, un centre de R&D, un centre de design, parce que, encore une fois, la manière de travailler, c'est de localiser notre approche, localiser la production, localiser le design. L'idée, c'est de coller le plus possible aux besoins des marchés. La chance qu'on a, c'est qu'effectivement le groupe est présent sur tous les marchés. Ça nous permet d'avoir un panel de produits et un panel de technologies qui est extrêmement large, finalement, plus large que la plupart de nos concurrents généralistes qui, en France ou en Europe, étaient très centrés sur leur marché domestique, dépendants de leur marché domestique, mais finalement ne répondaient pas ou n'étaient pas à mesure de répondre rapidement au changement du marché. Et c'est vrai que quand on regarde finalement ce qui s'est passé sur les dernières années, le fait que on ne soit pas dépendant du marché français ou du marché européen, ça nous a permis évidemment de développer plus de produits, plus vite, et surtout beaucoup plus de technologies, plus vite que nos concurrents. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a dans notre portefeuille du mal hybride, l'hybridation très légère, on va dire, l'hybride rechargeable, l'électrique, et on a le choix dans toutes ces technologies, et on peut avoir ça plus l'hydrogène, que j'allais oublier. Et donc c'est possible.
simplement parce que voilà, on vend des voitures en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Corée, en Amérique latine, en Afrique, donc à peu près partout dans le monde, et on a donc les technologies adaptées à chacun des marchés, et notamment le marché européen. François-Xavier Pietri, peut-être pas. À moins que vous vouliez juste, il y a des constructeurs avant vous qui ont fait ça et qui ont été présents sur tous les marchés. En général, ça faisait des voitures un peu banales, un peu qui allait à tout le monde, mais qui allait finalement à personne. Or, il me semble qu'une des clés dans le groupe Hyundai Kia, c'est que les voitures arrivent à être attractives sur des marchés européens extrêmement exigeants en termes de design, en termes de correspondance aux besoins directs des clients, que ce soit des clients français, marché très difficile, les clients allemands, marché extrêmement difficile aussi. Donc ça, comment vous le faites? C'est des centres de R&D de design qui sont en Europe? C'est exactement ça. C'est que quand je disais qu'on localisait notre approche, au-delà de produire des voitures localement, on les design localement et on y adapte les technologies qui sont adaptées aux besoins locaux. Donc ce qui fait que notre centre de design qui est en Allemagne, il a designé des produits type notre petite citadine i20, i10, Tucson, donc des produits qui sont aujourd'hui nos best-sellers et qui ont été fabriqués pour un marché comme le marché européen, donc qui matchent avec finalement les canons esthétiques, on va dire, des clients de ce continent. Et derrière, on y a amené aujourd'hui des technologies. Sur un Tucson, par exemple, si je prends ce SUV, on a l'essence en mode hybride, le diesel en mode hybride, on a un hybride rechargeable, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la capacité de répondre aux besoins de l'ensemble des clients, ce qui est un avantage extrêmement fort quand la plupart de nos concurrents n'ont souvent qu'une ou deux de ces technologies disponibles dans leur portefeuille. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de répondre aux besoins des clients particuliers comme des professionnels en étant complètement en phase avec, encore une fois, les clients localement. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres constructeurs qui, comme vous le disiez, ont une approche globale de leurs produits. En disant, je vais sortir un produit et puis je vais l'envoyer sur tous les marchés. Donc il est moyen sur tous les marchés parce qu'il n'est pas complètement adapté à aucun marché dans les faits. Je rebondis sur l'hydrogène. Vous étiez le premier, les premiers en 2013 avec l'hydrogène. Aujourd'hui, Nexo, un SUV. Est-ce que c'est quoi les objectifs? Alors, j'imagine que vous êtes déficitaire sur le marché, mais aujourd'hui, c'est quoi les objectifs? Parce que ça paraît tellement loin pour plein de gens. En fait, tout à l'heure, vous disiez qu'on profite de la crise. Alors, je ne voudrais pas être considéré comme un profiteur de crise parce qu'en ce moment, c'est un peu. C'est un sujet. Ça risque de vous coûter très cher. C'est un sujet sensible. Ce ne sera pas l'Ukraine, ce sera vous. Mais après la crise du Covid, l'ensemble des gouvernements en Europe ont dit OK, on va faire un plan de relance et on va travailler à des choses qui sont plus vertueuses d'un point de vue environnemental. Et donc l'hydrogène est arrivé sur la table comme étant une solution de décarboner un certain nombre d'activités, notamment la mobilité, au sens large, parce que transport de personnes, transport de marchandises. Et donc la France et l'Allemagne en particulier ont investi ou vont investir beaucoup d'argent sur ce sujet. Donc ça permet d'être optimiste dans la capacité de l'hydrogène à se développer dans un horizon, on va dire, court d'un point de vue industriel, parce que le temps industriel est pas tout à fait le même que le temps commercial, on va dire, mais 2025-2030, parce que globalement, l'Europe va produire de l'hydrogène vert, parce que le sujet c'est de produire de l'hydrogène vert, et donc cet hydrogène, une fois qu'il aura été produit, il va pouvoir servir à beaucoup de choses, dont la mobilité, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui le groupe, là aussi, a beaucoup investi sur l'hydrogène, parce qu'on imagine, encore une fois, qu'en parallèle de la voiture électrique à batterie, c'est une solution technologique viable sur le long terme. Eh ben, on verra dans quelques instants la suite, pourquoi ça fonctionne, et quel est l'avenir, et quels sont les objectifs, en tout cas, de la marque Hyundai. Vos appels 0826 300 300, puis on reviendra avec vous, François-Xavier Pietri, parce que je sens qu'il piétine depuis tout à l'heure, il a plein de choses, plein de questions dans sa besace. Restez avec nous, c'est les vraies voix qui font rouler la France, et c'est avec Mobility TV, et bienvenue sur Sud Radio. VV qui font rouler la France avec Mobility TV, troisième constructeur aujourd'hui mondial, le groupe Hyundai Kia n'en finit pas de gagner des parts de marché, et on va essayer de comprendre pourquoi avec Lionel French-Kio, président de Hyundai Motors France, et bien sûr et Jean-Éric Raoul de l'Autojournal, et François-Xavier Pietri, ancien chef du service économie de TF1. Et justement, François-Xavier Pietri, c'est à vous, je crois. Je voulais revenir un peu sur l'électrique, parce que c'est un sujet qui me... Est-ce que passionne. Est-ce que la crise
crise énergétique qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'a pas matière à rebattre les cartes. C'est-à-dire que les calculs qui sont faits, c'est en 2035, il y aura 15 millions de voitures électriques en France. C'est comme si on rajoutait 15 millions de Français du jour au lendemain. Mais les batteries, on va faire le plein avec quoi? On va faire le plein avec du charbon, on va faire le plein avec du gaz russe, on va faire le plein avec du nucléaire qui est un peu branlant en ce moment. Est-ce que ça remet pas quand même, d'une certaine façon, en cause cette stratégie de 2035 ? Il faut revenir aux raisons, en fait. Le sujet aujourd'hui, c'est finalement le choix devant lequel on est. Bien dans le micro. C'est comment on continue à donner l'opportunité aux gens de se déplacer avec une voiture sans avoir un impact négatif sur l'environnement dans lequel on est. Et finalement, c'est un peu la complexité du sujet, c'est de se dire, soit je dis aux gens, vous arrêtez de bouger, et on a réglé le problème, parce que il y aura plus de voitures essence, mais les gens resteront chez eux. Mais je suis un peu dans l'extrême de la récréature. Non, pas du tout. Soit on dit on continue à pouvoir se déplacer, et donc quelle est l'alternative ? Et de fait, si on veut limiter l'impact de la mobilité, ça ne concerne pas que les voitures, hein, c'est le transport de marchandises, etc. La seule alternative aujourd'hui connue, crédible, c'est l'électrique à batterie, avec avec des nuances quand même. Oui, parce que là, on parle de l'usage de la voiture au quotidien, mais on ne parle pas de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire quand il a fallu travail sur chercher du de vie, on ne parle pas de ce qui va se passer après. Je suis d'accord, c'est-à-dire que si on vous dit... Donc l'impact carbone, il faut le mesurer. L'ADEME dit qu'en gros, il faut rouler 5 ans avec une voiture française pour arriver au même bilan thermique qu'une... Non, ce que dit l'ADEME, c'est que entre la fabrication, l'usage et le recyclage, à 150 000 km, une voiture électrique, c'est moitié moins d'impact carbone qu'une voiture thermique. Donc ça, c'est les chiffres de l'ADEME en France. En Allemagne, c'est bien pire. En Pologne, ou 100% d'électricité au charbon. Ouais, mais le sujet, c'est finalement, est-ce qu'on se dit que parce que ce qu'on fait en France aura peu d'impact, on fait rien, et je ne vais pas prendre parti du tout sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on se dit, finalement, c'est à chacun d'entre nous, et nous aussi en tant qu'industriels, d'agir. Et là, il y a un point de vue européen qui est de dire à 2035, on arrête le thermique et on passe à l'électrique. Donc nous, on doit aussi, dans cette logique de localisation, on doit aussi s'adapter à la réglementation. Mais en revanche, la conviction du groupe que je représente, c'est que l'électrique à batterie ne sera pas la seule solution. Ouais. C'est aussi ça le sujet, c'est que typiquement, la raison pour laquelle on a investi autant de milliards, on va dire, sur l'hydrogène, c'est parce que en complément de l'électrique à batterie, il peut y avoir d'autres solutions et que de notre point de vue, en tout cas, l'hydrogène en est une. Donc ça rend le modèle plus compliqué aujourd'hui, c'est sûr, mais il faut aussi se dire que la manière dont on va utiliser les voitures demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je prends le marché français, historiquement, le nombre de voitures neuves vendues en France a toujours été autour de 2 millions de voitures, depuis très longtemps. Bon, là, on est descendu très bas. Mais en fait, n'imaginez pas une seconde que le marché va revenir à 2 millions de voitures. C'est fini, ça ne reviendra plus jamais. Donc, ça veut dire que la taille du marché va pas être 2 millions. Ça veut dire qu'il va se vendre moins de voitures. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se rendent compte aussi que finalement, ils n'ont pas besoin de leur voiture tout le temps. Qu'avoir une voiture 7 jours sur 7 alors qu'il n'utilise que 2 jours sur 7, est-ce que il y ça a des nouveaux modes d'utilisation aujourd'hui. Ça dépend de quelle France on parle. Ça dépend de quelle France on parle. La France citadine, oui, la France rurale, je suis d'accord, mais a vraiment besoin de sa voiture 7 jours sur 7. Je suis complètement en phase avec... C'est-à-dire qu'il faut sortir d'un modèle qui est simple ou simpliste, de se dire finalement, j'achète ma voiture neuve, je la garde 5 ans, je la vends, parce que ça c'est le modèle d'aujourd'hui. Ce modèle-là, il va évoluer. Il y a toujours des gens qui, effectivement, habitent un petit village, vont travailler dans la ville d'à côté, n'ont pas de transport, c'est une nationale, ils peuvent pas prendre le vélo. Il y avait une stat là qui est sortie il y a quelques jours où dans les grandes villes, l'usage du vélo augmente de 10% quand dans la périphérie ou les petites villes, il baisse. Parce que effectivement, il y a des gens qui, pour aller travailler, n'ont pas d'alternative. Donc ça va exister toujours. Mais finalement, on va avoir des usages qui vont être bien plus complexes et bien plus larges que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire que globalement, on va vendre moins de véhicules que ce qu'on vend aujourd'hui, avec des usages qui vont être très différents. Malgré tout, il va falloir quand même qu'on trouve une bascule qui soit gérable. Mais le point de départ de la discussion, c'est toujours de se dire, soit on interdit aux gens de bouger, et c'est pas mon souhait,
soit on essaie de trouver une alternative la plus vertueuse possible, et l'électrique est plus vertueux que le thermique. C'est pas zéro, mais c'est plus vertueux. Il faut pas noircir le tableau, mais il faut pas non plus le verdir, on va dire. Mais la réalité, c'est que c'est mieux, jusqu'à ce qu'on ait trouvé autre chose. Et le groupe Hyundai, lui, il a déterminé que l'hydrogène était une solution, notamment pour tout ce qui était usage intensif, puisque ça permet d'avoir finalement des grandes autonomies, sans émission de CO2, avec des temps d'immobilisation qui sont très courts, puisque faire le plein d'un véhicule hydrogène, ça prend quelques minutes. Est-ce qu'il va falloir déployer encore plus, parce que je sais que vous avez quand même plus de 160 000 bornes électriques, est-ce qu'il y a un moment donné, il va falloir déployer, parce que là aussi c'est un problème, soyons clairs, l'accès aux bornes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'université, enfin c'est compliqué, vous devez vous prendre un abonnement à celui-ci, à l'autre, enfin voilà, donc ça décourage, il y a une partie qui décourage quand même les acheteurs. Excusez-moi, Cécile, chose vécue en rentrant de vacances, il y avait 2 pompes à essence sur 4 sur un gros tronçon où les bornes ne fonctionnaient plus. Ouais. Ouais. Donc ça, quand vous n'avez plus de courant, c'est un peu gênant. Et c'est souvent ce que disent les constructeurs, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une dynamique de l'électrification, mais derrière ça ne suit pas. Bon, moi, je peux au moins partager mon expérience personnelle, puisque ça fait 4 ans que je roule avec une voiture électrique. J'embête mes collaborateurs quand je me déplace parce que je leur dis je veux un hôtel où il y a des bornes de recharge, je veux... Et donc, je peux vous dire qu'il y a des villes où c'est assez compliqué de trouver un hôtel avec des bornes de recharge, par exemple. Donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'équipement, on va dire, public. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a aussi beaucoup de travail à faire sur l'équipement privé, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que malgré tout, 90% des charges qui sont faites, elles sont faites à domicile. Et donc, notre usage le plus intensif aujourd'hui de l'automobile, c'est l'usage du quotidien. Et donc, c'est-à-dire qu'on ramène la voiture à la maison. Donc, il faut déjà s'assurer que pour les gens qui doivent ou qui veulent passer à l'électrique, il y ait des solutions simples de charge, soit dans leur garage, soit dans leur copropriété, soit dans les rues à proximité. Donc je dirais c'est les deux qu'il faut arriver à travailler. Mais là-dessus, effectivement, on va dire le gouvernement avait pris des engagements qu'il a toujours du mal à tenir, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est un frein. Mais il y a aussi, et vous l'évoquiez, une complexité dans l'accès aux bornes. C'est-à-dire que entre les abonnements des uns, les abonnements des autres, etc. Vous savez combien il y a aujourd'hui d'opérateurs différents de bornes de recharge en France? 700. Ouais, voilà. 1300 contrats différents. Ouais. Donc on est dans un monde complètement fou. Quoi. Donc là, et c'est presque plus difficile aujourd'hui d'avoir une voiture électrique en ville que chez soi, où on branche chez soi. La réalité, c'est que on a au départ imaginé que la voiture électrique serait une voiture urbaine, et en fait c'est une voiture périurbaine. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une maison avec un garage, qui roulent beaucoup, parce qu'aujourd'hui les gens qui sont à l'électrique roulent beaucoup. C'est vraiment des véhicules avec des gros kilométrages, mais qui rentrent tous les soirs à la maison pour pouvoir charger pendant la nuit. Donc la réalité de l'électrique, jusqu'à ce jour, c'était celle-là. Ça va évoluer, parce que l'offre se diversifie, puis parce que les contraintes dans les grandes métropoles sont de plus en plus importantes, je dirais, pour des voitures qui sont thermiques. Mais ça prend un peu de temps. Moi, je vis dans Paris, je n'ai pas de garage, donc là où je charge mon véhicule, c'est à mon travail, en fait. Venez chez moi. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une invitation. Allez. Mais ça rend effectivement. Elle veut un prix sur une voiture, là. C'est la bagarre dans les boîtes. Oui, c'est ça. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. On parlera aussi du second marché, peut-être de l'occasion, ce qui est important. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voitures? Ça, c'est une grande question. Et vous voulez nous appeler au 0800 26 300 300. Je crois qu'on a un auditeur qui veut vous poser une question. C'est les VV qui font rouler la France avec Mobility TV. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et nous sommes toujours là jusqu'à 20h. Oui, bien sûr, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV et notre invité. Notre invité, Lionel French-Quillot, président de Hyundai Motor France. Et le sujet, faire réagir. On nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Vous avez une question sur les utilitaires, a priori. Alors j'avais une petite question ou remarque. Moi j'ai une petite entreprise, très petite entreprise, une dizaine de personnes, d'ingénieurs et techniciens. On intervient dans le bâtiment et on fait des contrôles et des expertises d'installation. Donc pour travailler, on n'a pas besoin de véhicules. Alors bien évidemment, on est tous équipés de véhicules. On n'a pas besoin de véhicules pour porter des charges particulièrement lourdes. Par contre, on
on utilise des appareils de mesure qui sont encombrants, et bon, je vais citer une marque, mais en fait, on est tous équipés de Kangoo, parce que la Kangoo, c'est pratique, hein, on n'a pas besoin de faire un Tetris quand on charge nos affaires à l'intérieur pour aller travailler. Europalette. Voilà, donc c'est très pratique. Et on roule en Kangoo diesel en ce moment, critère 3. Et donc, si j'ai tout compris, nos politiques, et particulièrement la ville de Paris, enfin, de toute façon, on va dire tout ce qu'on appelle zone en faible émission. Donc, pour nous, Parisiens, tout ce qui est à l'intérieur de la 86, à partir de l'été prochain, on pourra plus circuler avec ces véhicules-là. Non. Et que lorsque je regarde un peu, alors j'ai pas une connaissance, je suis pas du tout expert dans le monde de l'automobile, mais je ne vois pas de gabarit de véhicule dans ce modèle-là, donc un Kangoo, un Partner, ou autre, excusez-moi pour les concurrents, qui permettent de se déplacer avec des véhicules hybrides. Alors, un autre domaine, je travaille dans le domaine de l'énergie, j'ai fait mes études dans le domaine de l'énergie. Je pense que le véhicule hybride, en termes de gestion de l'énergie et d'intelligence énergétique, n'est pas forcément une bonne solution. Mais au moins, ça nous permettrait de travailler. Et je pense que les constructeurs nous ont oubliés, les artisans, les petites entreprises, les très petites entreprises. Et on est tout un paquet, je pense, dans les zones des ZFE, où je ne sais pas comment on va travailler dans quelques temps. Donc, c'est amusant, Christophe, parce qu'on a quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, la présidente du syndicat des bouchers de Paris, qui dit est-ce que les pros de l'alimentaire n'ont aucun véhicule pensé pour transporter certaines denrées comme les carcasses de viande dans les ZFE? Alors, est-ce que Hyundai est prêt à aider nos artisans qui sont dans le bâtiment et nos artisans bouchers, entre autres? Alors, pour l'instant, on ne fait pas d'utilitaire, mais effectivement... On peut vendre une voiture, là, attention à ce que vous dites. mais on planifie, dans les 2 ans qui viennent, d'avoir un utilitaire hydrogène, en l'occurrence. Mais pour répondre à la question... parce que la question sur la technologie était intéressante. Si l'artisan, que ce soit Christophe ou un autre artisan, travaille dans l'intramuros de Paris, peut-être qu'un véhicule électrique répond à ses besoins, peut-être plus qu'un véhicule hybride. Et c'est vrai que vous aurez du mal à trouver aujourd'hui des véhicules utilitaires hybrides. Alors, j'ai pas une connaissance exhaustive, mais je pense pas que ça existe. Des électriques, vous en avez déjà, qui ont des gabarits proches du Kangoo. Je vais pas faire les promotions de mes concurrents. Donc, ça existe déjà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie utilitaire, la bascule, elle se fait plus du diesel vers le 100% électrique que sur l'intermédiaire, comme on peut le faire sur les particuliers, où on a l'hybride ou l'hybride rechargeable. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Christophe. Jean-Éric Raoul. Alors, je peux rebondir sur la question de Christophe. Allez-y, rebondissez. Il y a effectivement... C'est une bonne question, donc il n'y a pas de problème. Le groupe Stellantis propose des véhicules utilitaires légers, on va dire, en tout électrique. La seule problématique pour ces artisans comme pour tout le monde, c'est la hausse des coûts et l'opportunité de recharge, ce qui n'est pas évident non plus pour les artisans qui interviennent en centre-ville. Donc, alors qu'en fait, effectivement, les hybrides ou les hybrides rechargeables, ça n'existe pas en VUL aujourd'hui. C'est vrai que sur la partie hausse des coûts, c'est un sujet effectivement qui devient central, puisque au-delà de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, plus de technologie, ça veut dire forcément des véhicules qui sont plus chers. Et finalement, il faut se dire comment on est capable de plus massivement mettre à la route ces véhicules-là. Et finalement, le bon levier pour le faire, c'est de plus penser achat, mais de penser location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près, la moitié du marché aujourd'hui qui est marché des véhicules neufs, qui est fait en fait avec une voiture qu'on met à la route et qui est reprise par la société de location ou par le concessionnaire. Ça veut dire qu'il y a encore la moitié du marché qu'on peut convaincre pour faire ça. Et la réalité, c'est que travailler sur le coût de détention, finalement, ça a du sens, en particulier pour les entreprises, évidemment, mais aussi pour les particuliers. Parce que finalement, quand on avait l'habitude, de financer son véhicule sur 5 ans, une voiture qui vaudrait 100, je la finance sur 5 ans, ça me coûte 20 tous les ans, plus les intérêts. Demain, la même voiture, parce que plus de techno, va peut-être valoir 110 ou 120. Si je la finance de la même manière, effectivement, je vais avoir une charge annuelle qui va être extrêmement importante. Alors que si je la finance sous forme de location, la charge est réduite, puisqu'on va dire que globalement, les valeurs résiduelles des véhicules aujourd'hui, y compris des véhicules électriques, au bout de 4 ou 5 ans, c'est à peu près 50%. Donc j'ai un coût de détention qui est divisé par 2. Donc ça permet de rendre plus abordable
Des véhicules qui intrinsèquement sont plus chers. François-Xavier Pietri. Attendez, jusqu'où on va là ? Jusqu'où on va ? Parce que quand on voit l'évolution, alors déjà, l'évolution du prix des voitures, c'est spectaculaire, c'est plus 35% en 10 ans, c'est la cote de l'Argus, et on est passé en gros de 19 000 à 27 000 euros, voilà. Le prix d'entrée catalogue, pardon de reprendre toujours la Zoé, c'est 32 000 euros. Le prix d'une Clio, c'est 17 000. Jusqu'où on va ? C'est-à-dire que les Français, on le voit, on se plaint de ce que le marché baisse tous les mois, depuis 14 mois consécutifs de baisse des ventes. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, et évidemment tout ça étant très aidé par l'État, est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter les prix comme ça indéfiniment ? On voit bien que non. Enfin, je veux dire, donc la voiture devient un produit de luxe, devient un produit de niche, devient... Non, c'est-à-dire que il faut revenir en fait à l'usage. Le sujet, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut pas appréhender le marché comme il était avant, il faut essayer d'appréhender le marché comme il va être demain. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens qui achètent une voiture ou qui la louent, peu importe, dans les faits, ils achètent quelque chose dont ils n'ont pas l'usage, pas réellement l'usage. C'est-à-dire que vous achetez une voiture... En tout cas, pas à 100%. Voilà, ouais. que vous utilisez, que vous avez donc en possession à 100%, mais que dans les faits, que vous utilisez 2 fois par semaine, 1 heure par jour. Et donc, de fait, la croissance des prix, les contraintes réglementaires vont amener une prise de conscience par rapport à l'usage des voitures qui va faire que... oui, le prix de la technologie va rendre les produits plus chers, et on n'a pas parlé du coût de l'autonomie des voitures, qui va être encore un coût additionnel. Mais finalement, comme le pouvoir d'achat des gens ne va pas changer, parce que si j'avais 100 euros ou 200 euros à mettre par mois dans ma voiture, c'est pas parce que je vais acheter une voiture électrique que subitement je vais avoir 300 ou 400 euros. Enfin, sauf si je vais voir mon patron en disant... J'achète une voiture électrique. Ça va pas marcher. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, essayez toujours. On peut essayer, mais c'est pas sûr. Donc ça va aussi obliger les gens à revoir la manière dont ils utilisent la voiture. Et donc de se dire, d'acheter quelque chose dont ils ont réellement l'usage. Donc oui, il y a des gens qui ont besoin tous les jours de leur voiture, et ceux-là, ils vont continuer à... Mais il y a des gens qui... Donc Christophe qui nous a appelé tout à l'heure. Mais donc, pour ces clients-là, encore une fois, il y a aujourd'hui une réponse technologique qui existe, qui est complexe, qui est plus complexe, c'est sûr. Et après, il y a des moyens, on va dire, financiers, pour arriver à appréhender aussi ces problématiques au travers de l'allocation des véhicules et plus de l'achat. Parce qu'encore une fois, le même véhicule, si je le travaille en coût de détention, il va me coûter mensuellement ou annuellement moitié moins cher que si je l'achète purement et simplement. C'est pour ça que finalement, vous avez raison quand vous dites entre une Zoé et une Clio, il y a une différence de coût à l'achat, mais quand vous regardez le loyer, il n'y en a pas. Parce que aussi, aujourd'hui, les valeurs à 4 ans ou 5 ans des voitures technologiques, qu'elles soient hybrides, électriques ou hybrides rechargeables, sont meilleures que les voitures thermiques. Merci beaucoup Lionel French-Kio, président de Hyundai Motor France. Merci beaucoup Jean-Éric Raoul de l'Auto-Journal et François-Xavier Pietri, ancien chef du service économique de TF1 et auteur du livre Voitures électriques, ils sont venus fous, qui sort le 12 octobre. On en parlera à mon avis sur Sud Radio, ma chère Cécile. Vous reviendrez, oui. Merci à vous. Merci. Et Yvan Cugus est avec nous. Yvan, bonsoir. Bonjour les amis, bonsoir les amis. Comment ça va ? Bah oui, chez nous ça roule. Ah bah ça roule bien, c'est clair. Très bonne vanne. Une bonne vanne de Cécile, très remarquée. Je les pique à Philippe David, il devrait parler. Elle va payer les droits d'auteur, qu'elle continue. Il y a du choix. On écoute quoi chez vous dans l'autoradio ? On a un côté là, juste autour de cette table et voisine de votre studio, cette table. On est juste à côté. Pascal Légitimus qui est avec nous pour l'invitation au Théâtre des Bouffes Parisiens le 7 octobre. Il aime la chanson et moi je sais qu'il chante mais tout le monde ne le sait pas. Peut-être que ce soir il va chanter en direct. On va voir. J'ai les moyens de le faire chanter, vous allez voir. Jade Chantel, une jeune artiste pour son premier single, et Didier Varro qui est avec nous pour parler de Jane Birkin et de ce joli documentaire qu'il a écrit et qui passera sur France 3 demain à 21h10. On parle avec lui de cette Jane Birkin que nous aimons tous et avec qui nous avons tous une relation particulière. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, nous sommes tous des ex-fans des 60s. Exactement, aussi. En tout cas, on vous écoutera avec grand plaisir. Dans un instant, donc le Loft après Jacques Plessis, et demain matin, vous retrouvez Benjamin Glaise et le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. Et nous, on se retrouve demain matin. On se retrouve demain à 17h. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. Passez une belle soirée.